Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Charles est de retour d'Asie, il est avec nous en présentiel. Avec les yeux brodés. Avec les yeux... Ça commence. Vous adaptez très vite au climat. Fort bien, et donc il est de retour avec nous et aujourd'hui on va parler de l'administration de Donald Trump parce que c'est une administration qui est assez intéressante. Alors on n'a pas absolument tous les noms, mais on a quand même les postes principaux. On commence à avoir l'esprit. Voilà, on commence à avoir l'esprit quand même. On voit à peu près ce qui se passe. C'est une administration qui est assez différente de celle de 2016, donc la première administration Trump. Et c'est intéressant aussi, je voulais en parler parce que en général, ce genre de choses est totalement ignoré par la presse française. Et donc vous aurez peu de chances de voir ce dont on va parler dans la plupart des grands médias mainstream. Donc on va parler de ça, mais d'abord nous allons parler d'une dernière parution, parce que là vous vous arrêtez plus. Vous savez, j'arrive à un âge où la probabilité d'une disparition augmente, et donc je fais le maximum pour laisser des traces derrière moi. Et là, il y a pour une raison qui m'échappe un peu, il y a toute une série de gens qui m'ont demandé de rééditer Le libéral nommé Jésus. Alors, ouais. C'est un livre qui pour moi est assez étrange, parce que c'est un livre où j'analyse les évangiles comme un économiste, et j'arrive à la conclusion que le libéralisme, c'est-à-dire la prise de risque par des individus courageux, et la supériorité de l'individu sur le groupe, qui sont à la base de notre société, vous le trouvez partout dans les évangiles. Et donc, il y a une espèce d'erreur fondamentale qui est faite depuis très longtemps d'ailleurs par l'Église, qui est d'expliquer que, dans le fond, les évangiles seraient socialistes. Ils sont tous sauf socialistes. Dieu, s'il existe, ne s'intéresse pas au groupe, s'intéresse à chaque individu et veut que chacun d'entre nous trouve sa voie. Et c'est ce que vous trouvez dans toutes les grandes paraboles. Et j'analyse les grandes paraboles. Et donc je regarde, par exemple, il faut séparer l'Église et l'État. C'est déjà dans les évangiles. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'aujourd'hui, l'Église, ce n'est plus l'Église catholique, il y a longtemps qu'on l'a fait sortir du système, mais c'est l'espèce d'église socialisante, laïque, etc., qu'il faut faire sortir de l'État à nouveau, avec ses idées et ses dogmes imbéciles. Vous avez ensuite, j'analyse la prise de risque. Vous voyez que par exemple dans la parabole des talents, celui qui prend des risques, il est récompensé, celui qui n'en prend pas, il va en enfer. Et c'est tout à fait remarquable. Puis je analyse aussi la notion de valeur. Et vous vous rendez compte que la notion de valeur marginale, théorie de la valeur marginale, de la valeur subjective, est présente dans les évangiles de façon tout à fait extraordinaire. Et on a mis 2000 ans à le découvrir, alors que c'était présent pour quiconque voulait bien le voir. La valeur n'est pas objective, mais subjective, et ainsi de suite. Donc chacune des grandes paraboles est dans le fond à la fois quelque chose qui a à voir avec la société, la richesse, la générosité, etc., mais aussi avec l'économie. C'est-à-dire que très curieusement, si vous lisez les évangiles avec l'œil de l'économiste, vous vous rendez compte que le Christ parle à peu près la moitié du temps d'économie. Et que, on vous le dit jamais, ça, c'est les évangiles et la richesse, les évangiles et le droit de propriété. Et c'est tout à fait remarquable parce que vous vous rendez compte que dans le fond, toute notre société repose sur cette espèce de mélange entre les paroles du Christ, qui étaient d'une tradition judaïque, il n'y a pas de doute, et la logique grecque. Et on est en train de détruire ces deux piliers de notre civilisation avec beaucoup d'entrain. Et je raconte toujours l'histoire de quand j'étais étudiant à Toulouse au début des années 60. Ils avaient commencé à faire des travaux, parce que Toulouse se développait, il fallait faire des parkings, etc. Puis ils avaient trouvé des très vieux tuyaux, canalisation, là, ils se demandaient à quoi ça servait, ils les avaient tous cassés. Ouais. Et il s'est rendu compte que c'était à ce moment-là, toutes les caves de Toulouse ont été inondées, parce que Toulouse avait été bâtie par les Romains sur des marais, et ils avaient fait des canalisations pour évacuer l'eau qui n'était pas nécessaire. Ouais. Et plus personne ne savait qu'ils étaient là. Mais n'empêche que quand on les cassait, tout remontait, la ville était inondée.
Et c'était exactement ce qui est en train de se passer. On est en train de casser toutes les canalisations qui nous ont irrigués depuis 2000 ans, qui étaient soit d'origine grecque, soit d'origine juive, et les paroles de Jésus. Et notre société inondée est en train de se noyer, quoi. Et donc, ce que j'essaye de montrer, c'est que notre civilisation est complètement différente des autres, avec cette primauté de l'individu et cette recherche de la prise de risque. Les deux d'ailleurs vont de pair. Et que si on continue à faire les imbéciles, on va se retrouver avec des civilisations où la tribu l'emportera sur l'individu et où il n'y aura plus personne qui prendra des risques. Et à ce moment-là, si vous voulez, c'est ces civilisations socialistes où tout le monde crèvera de faim et où certains seront plus égaux que d'autres, quoi. Donc, c'est de la liberté individuelle qui est la marque même de notre civilisation est contenue dans les paroles du Christ et pas le socialisme. Ouais. Alors c'est intéressant déjà parce que celui-là je l'ai pas encore lu. J'avais lu peut-être la moitié des livres que vous aviez écrits, mais celui-là je l'ai pas encore lu, donc je me ferai un plaisir de le lire. Et puis c'est intéressant parce que ça reconnecte le libéralisme, alors le libéralisme philosophique, et puis la pensée chrétienne. C'est-à-dire que généralement ce sont deux choses qui aujourd'hui sont très décorrélées. Mais c'est pas du tout, c'est exactement la même chose. Et voilà, je trouve ça intéressant d'avoir cette vision. C'est exactement la même chose. C'est tout. Vous le voyez dans toutes les grandes paraboles. Ça vient du. Ça vient des paroles du Christ, quoi. Il parle de l'endettement, l'investissement et la rente, droit de propriété, enfin bref, c'est absolument étonnant, si vous voulez, tout ce qui a fait la force de notre civilisation. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce livre, vous avez les évangiles, les 4 évangiles, et puis il y a les 2 tiers de ces évangiles qui sont ce que les témoins ont vu et rapportent, et puis à peu près le tiers des évangiles qui ne sont que les paroles du Christ, reportées dans les 4 évangiles et en général de façon assez similaire. Et ce que j'ai essayé de faire là-dedans, c'est d'utiliser que les paroles du Christ. Ouais, je ne prends absolument pas ce que les autres ont compris. C'est-à-dire, pas d'intermédiaire. Pas d'intermédiaire. Je prends la parole. D'ailleurs, un jour, il me dit qu'il faudrait que je fasse un livre. C'est de reprendre uniquement les paroles du Christ sans mettre comme un commentaire. Ah oui. Oui, c'est-à-dire enlever des évangiles tout ce que les autres ont compris, parce que d'habitude, ils ont compris de travers, d'ailleurs. Et c'est assez étonnant, parce que ces paroles, il a une façon d'écrire, enfin, il n'écrit pas, mais il a une façon de parler qui n'appartient qu'à lui, quoi. C'est pour ça que, quand les gens me disent que Jésus n'a pas existé, je m'écroule de rire, parce que si vous y connaissez un petit peu en écriture, quand vous reconnaissez la façon dont Victor Hugo écrivait, ou Lamartine, ou Corneille, ou Racine, et vous vous rendez très bien compte que chaque auteur a sa façon de parler et d'écrire. Oui. Et le Christ, il avait une façon d'écrire, de parler qui n'était qu'à lui. Et ce qui fait que quand, par exemple, dans des évangiles apocryphes, parfois on retrouve une parole du Christ qui n'est pas dans les évangiles, et vous la reconnaissez, parce que celle-là, vous dites, c'est certainement... Ça peut pas être dit par quelqu'un d'autre que par lui, quoi. Donc c'est très curieux, cette espèce de façon très étonnante qu'il avait de parler. Ouais. D'ailleurs, pour digresser un peu là-dessus, il y a une théorie qui dit que certains textes de Molière ont en fait été écrits par Corneille. Oui, on s'en fout. Voilà, non, mais par rapport à la formulation de... Oui, mais c'est ça. Mais en même temps, je le crois pas parce qu'ils écrivaient pas du tout pareil. Et Corneille était très sérieux, très solide. Ça aurait peut-être pu être écrit par Racine, mais je pense pas. Mais Corneille, Molière, il écrivait de façon très populaire, très vivante. Oui, non, mais justement, c'est sur certains textes et pas d'autres. Je sais plus lesquels exactement. Oui, c'est la fameuse formule, vous savez, les textes de Shakespeare n'ont pas été écrits par Shakespeare, ils ont été écrits par un inconnu qui d'ailleurs s'appelait Shakespeare, quoi. Oui, il y a un peu de ça. Il y a même un peu de ça d'ailleurs sur la théorie selon laquelle Jésus n'aurait pas existé. Ils disent n'importe quoi, ça. Jésus n'a pas existé, mais il y a un personnage qui en fait a fait à peu près tout ce qu'a fait Jésus. Mais c'est n'importe quoi, parce que quiconque s'intéresse à la littérature et reconnaît une façon d'écrire, ce que dit, je veux dire, les paroles, ça peut avoir été dit que par cette personne, parce qu'il y a que lui qui parlait comme ça. Un des serviteurs du temple qui était chargé de l'arrêter, qui était allé, qui avait écouté le Christ pendant qu'il parlait, puis qui est revenu sans l'avoir arrêté, parce qu'il avait dit, cet homme parle comme personne n'a jamais parlé. Et ben, c'est vrai. D'accord, très bien. Très intéressant. Je le lirai, on en fera peut-être une émission. C'est très... C'est un livre qui m'a beaucoup troublé parce que je l'ai écrit pour essayer à la suite de mon premier livre, on m'a expliqué que ce que je disais dans
Des lions menés par des ânes, c'était tout à fait antichrétien, parce que c'était simplement une description du système capitaliste qui est quand même assez darwinien. Et j'ai dit, je vais alors relire les évangiles. Ouais. Je les ai relus. Ouais. Et en fait, c'est exactement le contraire. C'est un livre qui est d'abord d'une dureté extraordinaire. C'est comme un diamant qui coupe. Et qui est d'une brutalité extraordinaire. Donc c'est tout sauf le Christ se baladant avec des petites fleurs dans les cheveux et courant dans la campagne, entouré de ses disciples, si vous voulez. C'est d'un appel à l'effort individuel et qui est un peu... C'est-à-dire, on peut être un bon musulman, on peut être un bon juif, on peut pas être un bon chrétien. Ouais. Oui, il y a une sorte de fatalité du péché avec... C'est pas du tout une fatalité du péché, c'est qu'il vous dit « Viens et suis-moi ». Et vous dites « Très bien », mais ça veut dire quoi ? C'est à vous de le trouver tout au long de votre vie. Ouais. Donc à aucun moment vous pouvez dire « Je fais ce que le Christ me demande », parce que vous savez pas ce qu'il vous demande. Donc c'est ce que je dis, ça vous rend fou ou saint ou les deux à la fois, quoi. Ouais. Mais c'est ça qui fait que c'est aussi une religion très portée sur l'individu, parce que c'est pas une sorte de code de conduite exact. C'est pas une orthopraxie. Voilà, c'est pas une orthopraxie dans le sens où t'as pas fait les 12 trucs qu'il fallait faire dans la journée. C'est à vous de trouver votre propre voie. La loi l'homme n'a pas été fait pour la loi, mais la loi a été faite pour l'homme. Donc c'est-à-dire que vous pouvez avoir le droit de changer la loi, etc. Non, c'est-à-dire le texte des évangiles, les paroles de Christ, c'est prodigieux. Je ne saurais trop recommander à chacun, non pas de lire mon livre, mais de lire le texte et d'essayer de prendre les évangiles et de prendre ces textes et ensuite, peut-être ils pourront lire mon livre s'ils veulent avoir les... Donc, j'essaye de dire, tout ce qu'on a raconté sur le Christ, dans le domaine économique, c'est un tissu d'imbécilité qui vient directement du judaïsme. D'accord. Parce que le judaïsme, c'était une espèce de convention collective. Donc, c'était une orthopraxie. Donc, vous pouviez juger si vous étiez un bon juif. Tandis que le christianisme, c'est un contrat individuel que vous passez avec Dieu. Ouais. Donc, les juifs, ils peuvent juger en fonction de la convention collective. Mais nous, on peut pas parce que le contrat individuel, il est pas signé jusqu'à ce qu'on soit mort, quoi. Ouais, c'est clair. Et donc, je mettrai donc le lien dans la description. Donc, pour le commander pour Noël, pour la famille. En plus de ça, ça correspond au thème. Et maintenant, on va attaquer donc cette nouvelle administration Trump. Donc là, j'ai une petite photo de classe qui a été faite par le journal The Epoch Times. On n'a pas encore toutes les nominations du cabinet, mais on en a un paquet déjà. Bon, déjà, on en a un paquet. On a surtout les plus importantes. Et donc, on va tous se les faire. Alors, certaines sont moins importantes que d'autres. Évidemment, ça commence avec le vice-président J.D. Vance. Donc ça, on en avait déjà parlé qui est une personnalité intéressante, qui est arrivée de l'endroit le plus pauvre des États-Unis, sa mère était une droguée, etc. Il a réussi à s'en sortir, il a fait l'armée, tiens, il y a l'autre qui ronfle, hein. Il a fait l'armée dans les Marines, puis ensuite, après avoir fait l'armée, il a fait des études, il est rentré à Yale, qui est une des meilleures universités américaines, dans la Law School, qui est la meilleure des Law School, et ensuite il est devenu sénateur assez tôt dans l'Ohio. Donc, et c'est un gars qui n'a pas peur. Vous savez ce que disait un jour, tout le monde n'a pas la chance d'être né fils d'ouvrier, quoi. Oui. Lui, il est né dans un milieu extraordinairement défavorisé, et il n'a pas peur de dire, je m'en suis sorti parce que j'ai eu la force de m'en sortir et j'ai demandé à rien à personne. Donc, aussi curieux que ça paraisse, ça a pas mal de liens. Il est très chrétien. Il a une femme qui est d'origine indienne, je crois. Et donc, c'est un type qui n'a pas peur d'affirmer sa supériorité intellectuelle et morale sur tous les autres. Ouais. Qui ne suivent pas, qui sont tous des gros lâches. Donc, il n'est pas sensible à la critique. Vous êtes de droite parce que vous êtes né riche, quoi. Oui. Alors ça, c'est clair. Il est pro Trump parce qu'il est pro-liberté individuelle. Ouais, voilà. Non, c'est sûr, il a aucun complexe par rapport à ça. Déjà, alors il a prouvé de plusieurs manières différentes en plus qu'il était tout à fait capable de faire plusieurs choses. Il a été donc dans l'armée, il a été avocat. Il a écrit un best-seller. Il a écrit un best-seller qui a été adapté sur Netflix. Et d'ailleurs, dans un premier temps, il était très critique de Donald Trump. Oui, il a été au début très critique. Mais je veux dire honnêtement, quand vous regardez Donald Trump, son premier mandat, qui était dans le fond d'essayer
il a fait une analyse en disant il y a les gens à l'époque, il y a les gens de droite qui sont que je sens bien, puis les gens de gauche, les démocrates avec lesquels je m'engueule. Et puis donc son premier gouvernement, il s'est appuyé sur des gens de droite classiques, quoi, les républicains, etc. Et puis il a pris ce qu'il y avait dans le parti, quoi. Il s'est dit bon, bah je suis de droite, je vais gouverner avec les gens de droite. Et puis en fait, ce dont il s'est rendu compte une fois qu'il a été là, c'est qu'il n'y avait pas des gens de droite et des gens de gauche. Il y avait des gens qui avaient capturé l'État, qui avaient mis des gens à droite et des gens à gauche, et que c'était contre ces gens qui capturaient l'État qu'il fallait se battre. Oui. Donc il a complètement changé d'opinion. Maintenant, c'est plus la droite ou la gauche, c'est en quelque sorte les pilleurs d'État et ceux qui veulent faire le bien. Et c'est pour ça qu'au début, je comprends on aurait pu tout à fait, à partir du moment où on mettait Pompeo, qui était le chef de la CIA, qui était une vieille crapule, qui l'a toujours été d'ailleurs, des gens comme ça, vous pouvez pas vous empêcher de penser que même son vice-président était un homme de l'État profond, il n'y a pas de doute. Donc, au début, il est arrivé en disant « je vais nettoyer l'État profond », en pensant que l'État profond, c'était un phénomène de gauche. Et ben, il s'est rendu compte assez rapidement que c'était pas le cas, quand même. Ouais, oui, c'est clair. C'est-à-dire qu'il y a aussi des gens, quand tout va bien pour vous, ils vous suivent, et tout a l'air de bien se passer. C'est ça, mais c'est pas tellement ça. C'est que vraiment, l'État profond américain est de droite ou de gauche. Il contrôle l'État. Il n'y a pas de différence, si vous voulez, entre McDonnell, qui était le chef des républicains, ou Panetta, qui était le chef de la CIA, qui était un démocrate, c'était de la même bête. Mais il y en avait un qui avait dit, c'est exactement ce que je dis, si vous voulez. Vous me dites, de la gauche en France, c'est, allez, on va mettre Fabius, et la droite, c'est Juppé. Ben, si vous voyez aucune différence entre les deux, vous me prévenez, parce que c'est les mêmes. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de classe qui a pris le pouvoir en feignant d'être opposés. Absolument. Mais en fait, ils ne le sont pas du tout. Tout à fait. Donc vice-président, et alors lui il va être surtout attaché sur les questions internationales, et à mon avis c'est une très bonne chose parce que c'est peut-être la seule fibre qui pourrait lui manquer pour avoir un peu de robustesse dans le cadre d'une candidature à la prochaine élection. Mais il a été quand même dans l'armée, il a été dans des endroits où il s'est battu, donc il a connu l'Irak, etc. Ouais. Donc il a eu des expositions, mais pas en effet. Il lui reste à faire peut-être un peu d'éducation diplomatique, mettons, mais ça, il va l'avoir. Ça veut dire que ce sera probablement, sauf le prochain candidat à l'élection présidentielle pour le compte des Républicains, quoi. Oui. À part si quelqu'un d'autre apparaît encore de nulle part. Qui pourrait être Tulsi Gabbard ou quelqu'un comme ça. Ouais, mais je pense que, oui, a priori, il y a 80% de chances que le successeur, ce soit J.D. Vance. À mon avis, c'est pour ça, d'ailleurs, que Trump l'a choisi. Et ce qui donne ce qui donne à Trump une assurance vie. Parce que s'ils descendent Trump, comme ils ont essayé de le faire 2 fois, ils se retrouvent avec celui-là, et c'est pas certain qu'il gagne au change. Hein. Non, c'est pas un tendre, non. Donc il faut mieux se méfier, quoi. Ouais, c'est clair. Enfin, voilà. C'est jeune homme très, très talentueux, très intelligent, très articulé. Donc, tout ça, on adore. Ensuite, on a la Chief of Staff. Alors déjà, la Chief of Staff, en quoi consiste ce poste ? La Chief of Staff, c'est celle qui contrôle, c'est ce qu'on appelle en anglais, si vous voulez, le gatekeeper, c'est-à-dire celle qui garde la porte. Ouais. C'est celle qui permet l'accès au président. Donc c'est elle qui prend les rendez-vous, c'est elle qui s'occupe de tout, c'est le directeur de cabinet, quoi. Ouais. Ou le chef de cabinet, c'est pas tout à fait la même chose, mais donc c'est elle qui contrôle les rendez-vous, c'est elle qui s'occupe de tout. Et ce qui est d'amusant, c'est que c'est une femme. Je crois que c'est la première fois d'ailleurs qu'il y a une Chief of Staff qui soit femme. Ouais. Autant pour le fait que Trump soit misogyne. Et puis ça a l'air d'être une gentille grand-mère, mais à mon avis, c'est pas le cas. Oui. Je veux pas dire du mal des intérêts. Elle ressemble à une gentille grand-mère, mais je suis pas sûr qu'il faille lui marcher sur les pieds, quoi. Oui, effectivement, c'est donc Suzy Wiles. Et effectivement, elle a l'air d'être une gentille grand-mère, mais à mon avis, c'est pas exactement ça. J'avais épluché sa page Wikipédia. Surnommée la Dame de glace pour son approche méthodique et discrète, Suzy Wiles est reconnue pour sa capacité à orchestrer des campagnes politiques complexes et à gérer efficacement les opérations internes. Donc voilà, elle a une réputation qui est pas forcement d'être justement la gentille grand-mère. C'est pas. Mais par contre, il paraît qu'elle pacifie beaucoup Trump. Parce qu'il il a pas du coup il a pas à s'occuper de toutes les questions
d'intendance et tout, et c'est elle qui filtre beaucoup des gens qui l'approchent. Ouais. Enfin, en tout cas, elle a énormément d'expérience en politique. Elle avait déjà fait campagne avec Ronald Reagan en 1980. Donc voilà, elle a de la bouteille et elle a toujours soutenu Donald Trump depuis 2016. Ensuite, US Ambassador at UN, donc ça c'est Elise Stefanik. Alors, est-ce que c'est un poste particulièrement important, ça, l'ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies? Non, sans plus, surtout avec Trump, c'est une gentille. Enfin, c'est pas une gentille. Elle a été très, très efficace, je crois, dans la Chambre des représentants où elle était, si je ne me trompe. Mais non, c'est pas très important. Ouais, elle était élue représentante dans un district de l'État de New York en 2014. Et alors après, je pense pas beaucoup entendre parler d'elle pendant ce mandat. C'est pas vraiment le poste. Mais on la prépare peut-être pour un rôle après coup, qui pourrait être ministre des Affaires étrangères ou quelque chose comme ça, parce qu'il faut qu'elle passe aussi un petit peu de. Ouais. Et alors, Administrator of the EPA. En quoi ça consiste ce poste? EPA, c'est quoi déjà? C'est l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis. Voilà, ça, si vous voulez, c'est en quelque sorte. Lise Eldin qu'on met là, c'est un petit peu comme si on mettait. C'est le ministère de l'Environnement, quoi. C'est le ministère de l'Environnement, oui, c'est un peu comme si on mettait le patron de Total au ministère de l'Environnement. Ouais, il y a un peu ce côté-là. C'est presque de la provocation, quoi. C'est de dire, pour Trump, toutes ces histoires de CO2 et tout, c'est que du pipeau. Oui. C'est qu'une grosse bêtise, et donc il a dit direct qu'il voulait supprimer toutes les subventions sur les énergies vertes, tout ça. Il va supprimer tout ça. Et son slogan, si vous voulez, c'est drill baby drill, c'est-à-dire faites des trous pour trouver de l'énergie. Faites des trous, trouvez-moi du pétrole, trouvez-moi du gaz, on sait rien. Et tout sera pour le mieux. Et j'ai lu un papier par Zeldin dans lequel il disait, c'est très intéressant votre histoire, mais ce que vous faites avec votre économie verte, là, c'est que vous garantissez une baisse de la consommation d'énergie. Or, ça veut dire un appauvrissement des gens. Ouais. Donc il dit, moi je veux trouver une façon de faire de l'énergie qui soit non polluante et qui empêche les gens de s'appauvrir. Oui. Donc c'est exactement le contraire de ce que fait la Commission européenne, quoi. Ouais, tout à fait. C'est sûr, c'est pas un décroissantiste. Et d'ailleurs, Trump a dit que il voulait que les États-Unis deviennent la première puissance mondiale en termes de création d'énergie, quoi. Ce qu'ils ont été pendant très très longtemps. Ensuite, il y a l'Arabie Saoudite et le Moyen-Orient qui étaient montés, mais il y a eu la révolution qui s'est passée. D'ailleurs, il y a un des gars qui était à l'origine de cette révolution qui était nommé quelque part, de la fracture des gaz, vous savez, de fracture des roches pour faire du gaz. Et c'est à partir de là que les États-Unis sont devenus premiers principalement. Mais il paraît qu'il y a des roches gazières, par exemple en Argentine, à ne savoir qu'en foutre. Ouais. Donc il y a des... ça risque de faire des petits. Ouais, tout à fait. Et puis aussi, ils veulent démultiplier la création d'énergie nucléaire. Nucléaire, oui, ça, ils vont remettre le paquet sur le nucléaire. Nucléaire par 5 aux États-Unis. Donc voilà, ils sont très. Il y a beaucoup d'argent qui a été investi par toute une série de milliardaires aux États-Unis dans des petits réacteurs nucléaires. Oui, tout à fait. Pas des monstres comme Flamanville, mais des petits réacteurs nucléaires. C'est très à la mode. De toute façon, c'est aussi un contre-argument. C'est en cas de problème, en cas de pépin. Vaut mieux que ça explose dans un petit EPR que dans une grosse centrale comme Tchernobyl. Et donc effectivement aujourd'hui même la Chine ils font beaucoup ça aussi. En France, et puis ça vous permet d'avoir une source d'énergie centralisée à un endroit où il y a une grosse consommation, parce que c'est ça le problème, c'est que toute l'énergie, vous partez du bois par arrivée au nucléaire, c'est que c'est de plus en plus concentré la forme. Donc les systèmes efficaces de dissémination de l'énergie, c'est une source d'énergie très puissante qui ensuite se diffuse comme dans une toile d'araignée. Ouais. Et ce qu'on essaye de faire aujourd'hui avec le solaire ou le vent, c'est qu'on essaye de faire une toile d'araignée qui ramène vers le centre, mais ça marche pas. Ouais. Donc voilà, Lee Zeldin, ce sera le responsable à ce poste, à ne pas confondre avec Led Zeppelin, ça n'a rien à voir. Enfin voilà, ça c'est pareil, ce sera pas le poste dont on va le plus entendre parler. Ensuite, National Security Advisor.
Alors ça aussi, c'est un poste que je connaissais pas très bien. C'est le responsable des questions de sécurité auprès du président. C'est ça. Donc conseil stratégique, coordination interagence, élaboration de la politique sécuritaire. Enfin voilà, c'est des trucs comme ça. Alors il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a je sais pas combien d'agences de sécurité. Ouais. Donc vous avez le type qui est responsable auprès du président, puis vous avez le type qui est juste à côté d'ailleurs, qui est John Ratcliffe, qui était avant ça à un moment le patron de la CIA, et maintenant il est patron de la CIA, avant il était à la sécurité totale, mais il fallait à un moment, il y avait tellement d'agences de renseignement différentes qu'il a fallu créer une espèce de coordonnateur des agences. Notamment depuis le 11 septembre. Et ça c'est Tulsi Gabbard qui l'est. Mais lui il était à l'opposé où est Tulsi Gabbard, et lui il était maintenant, c'est-à-dire c'est le gars qui va essayer de ramener toutes ces agences américaines qui ont toutes enfreint les lois, etc., en particulier la CIA, dans le droit commun, quoi. Ouais. Donc ça, c'est extrêmement important. Et c'est un type qui, à mon avis, du point de vue humain, est irréprochable, quoi. Donc ça va. Enfin, je pense. Ouais, Mike Waltz, effectivement, c'est un ancien militaire. Voilà, il a la cinquantaine. Je connais pas plus que ça. Il y en a beaucoup d'anciens militaires, mais c'est pas des hauts gradés. Non. C'est des gars qui ont... Il n'y a pas d'anciens généraux. Il n'y a pas d'anciens généraux, et parce que les anciens généraux, ils sont tous arrivés là en acceptant toutes les contraintes du complexe militaro-industriel. En fait, ils ont été achetés, ils devraient tous être en prison, quoi. Ouais. Et ensuite, alors ça, ce poste, on va peut-être plus en entendre parler. C'est John Ratcliffe, qui est donc le directeur de la CIA. Et là, il a du boulot. Hein. Alors là, il y a énormément de boulot, déjà parce qu'on sait que la CIA avait mis énormément de bâtons dans les roues à l'administration de Trump, la première, à partir de 2016. Ils ont monté des tas d'opérations. Par exemple, l'opération contre soi-disant la Russie, etc. C'est avec l'aide de la CIA. Ouais. Donc, en fait, logiquement, il y a toute une série de gars de la CIA. Si l'administration de Clinton réussit à reprendre le contrôle de Trump réussit à reprendre le contrôle du ministère de la Justice, il y a toute une série des gars de la CIA qui ont menti devant le Congrès à plusieurs reprises et qui devraient terminer en prison. Ouais. Donc, la grande question, c'est le premier... Vous savez, il avait dit au début, Trump, son premier mandat, il faut que Madame Clinton aille en prison, puis il avait refusé de le faire parce qu'il disait ça se fait pas dans les démocraties de mettre en prison ses adversaires. Mais je crois que cette fois-ci, il se dit il faut que je les mette tous en prison parce que là, ils ont dépassé les bornes, quoi. Ouais, c'est clair qu'il y a eu un gros avertissement déjà pendant la campagne. Hein, ils ont été très cash là-dessus sur tous les agents effectivement de la CIA qui avaient menti devant le Congrès, qui ont tout fait pour mettre Donald Trump en prison, etc. sur la base d'éléments fallacieux. Eux, ils ont du souci à se faire, effectivement. Ils ont du souci à se faire, exactement. Et alors, qui était à la direction de la CIA Pompeo. C'était Pompeo. Pompeo, qui est un ancien officier aussi de West Point et tout, mais qui est vendu corps et âme au complexe militaro-industriel, quoi. Ouais. Et donc là, on a John Ratcliffe. Donc là, c'est un peu plus solide. C'est du solide et puis humainement, c'est un sérieux. Ouais. Ensuite, Secretary of Defense. Ça, c'est marrant, ça c'est un inattendu, ça. Là aussi, c'est inattendu et c'est un gros poste d'ailleurs. Et donc à ce poste-là, déjà en quoi consiste ce poste aussi, parce qu'on a c'est le ministère de la Défense. Ouais. C'est-à-dire c'est lui qui contrôle. Donc lui, c'est un ancien officier et qui était plutôt, il est jeune d'ailleurs, qui était un ancien officier plutôt baroudeur, mais enfin, je crois qu'il a fait Princeton et il a deux très bonnes universités. Il est tout sauf bête. Alors il a des tatouages pas possibles. Il a un tatouage de croix sur ici et là, puis un autre là. Bref, avec le slogan chrétien. C'est Deus Vult. Deus Vult, Dieu le veut. Vous savez, c'était des croisés. Des croisés, etc. Donc, c'est un robuste. Et il était un jeune officier, puis il a quitté l'armée. Il a été ensuite engagé comme consultant militaire par Fox. Ouais. La chaîne un peu de droite, l'équivalent de CNews, là. Et puis d'un seul coup, on le voit apparaître comme ministère de la Justice, au ministère de l'Armée. Donc, c'est un petit peu comme si vous aviez... je sais pas, un des commandants qui a sauté sur Colvézi, vous voyez, dans
un vrai soldat, quoi. Parce que moi, je dis toujours que dans l'armée, il y a les soldats qui sont intéressants et les militaires qui ne le sont pas tellement. Donc l'armée, en principe, c'est tenu par des militaires, enfin les postes en haut, là, vous savez, les types qui ont ciré les parquets dans tous les ministères, là. Ouais. Et puis les soldats, ils n'ont pas un grand respect pour les militaires, quoi. Là, c'est un soldat qui va devoir commander des militaires, et là aussi, à mon avis, il y a toute une... Ils font rigoler, les généraux américains. D'abord, d'habitude, maintenant, ils sont gros comme des moines. Et ils ont des placards comme ça de décoration, vous savez, de décoration. Oui, ça ressemble aux officiers de l'armée soviétique qui avaient perdu toutes les guerres, sauf la Deuxième Guerre mondiale, et qui ont des placards de toutes les défaites qu'ils ont eues. Effectivement, aujourd'hui, plus vous avez de défaites, plus vous avez de médailles. Plus vous avez de médailles. Donc lui, il a... tous ces gros et gras militaires de l'armée, là, généraux à 4 étoiles et n'importe quoi, je crois que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait, si je ne me trompe, il y avait 4 généraux 4 étoiles. Il y avait Patton, il y avait Eisenhower, il y avait, celui qui commandait en chef. Bref, il y en avait 4 en tout. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont une quarantaine, quoi. Mm-hmm. Et, mais s'il y en a donc au moins 42 trop, quoi. Oui. Oui. Donc il faut ramener l'armée. Et ce que veut faire Trump, qui est assez rigolo, c'est quand il dit il y a toute une série d'administrations, comme je sais pas, l'administration qui devrait être non pas à Washington, mais dans l'Oklahoma, puis une autre dans le Nebraska, etc. Parce qu'il n'y a aucune raison que ces gars-là puissent déjeuner avec les autres pour compléter les saloperies qu'ils vont faire, quoi. Ouais, absolument. Donc, le but de Trump, on va y revenir, mais ça va être quand même de dégonfler, de faire du Milley. C'est-à-dire de couper toutes ces espèces de structures qui n'ont pas lieu d'être. Ce que dit Musk, c'est qu'il y a 478, je crois, agences fédérales aux États-Unis qui contrôlent le tout et le reste. Et il dit on en a besoin de 100 au maximum, donc il va virer 374. Et ça sera facilité par tous ces gars-là, parce que il faut, par exemple, lui, sa grande thèse, là, le soldat, là, pas le militaire, le soldat, il dit la diversité dans l'armée, accepter les LGBTQ et tout, ça nous rend extraordinairement vulnérables en cas de guerre. Donc il dit le rôle de l'armée, c'est pas d'être inclusif. Oui. Le rôle de l'armée, c'est que si les États-Unis sont attaqués, c'est de défendre le pays. Ouais. C'est de défendre le pays. Donc déjà, ça veut dire que il y avait un amiral, là, ou je sais plus quoi, qui avait découvert qu'il était une femme, et on le voyait maintenant toujours avec son truc de femme, avec des cheveux partout. Enfin, c'était grotesque, quoi. Vous imaginez, si vous dites c'est ça mon chef, vous êtes... Donc, ça ramène l'armée. Il y avait un livre très bien qui avait été écrit par un garçon que j'aime bien, qui était corse, là. Qui s'appelait La mort du soldat. Il disait que nos sociétés, depuis 30 ou 40 ans, n'ont qu'une idée, c'est d'empêcher les soldats. Le soldat, c'est celui qui défendait au péril de sa vie la ville. La ville, c'était le soldat, c'était... Et ça a été remplacé par des groupes qui ne défendent plus personne. Et donc, ce que cherche à faire Trump avec ce gars-là, c'est à effacer les militaires et à les remplacer par des soldats. Oui, d'ailleurs... ça va être intéressant. Il a un plan qui peut paraître contre-intuitif, mais qui, à mon avis, ne l'est pas du tout. Il veut augmenter l'efficacité du Pentagone, mais il veut aussi diminuer ses dépenses qui sont absolument monstrueuses, qui ne sont jamais justifiées, d'ailleurs. Eh ben, ça fait la 7e fois, c'est un peu comme l'Europe, si vous voulez. L'audit est refusé à chaque fois. C'est-à-dire, je crois qu'il y a 890 milliards de dollars, quelque chose comme ça. Ouais. Et le Pentagone n'a pas la moindre idée d'où sont passés au moins une centaine de milliards de dollars. Ouais. Alors, je peux vous faire un truc, c'est que j'ai pas fait des études de comptabilité très longues, mais enfin, s'il y a 100 milliards de dollars qui ont disparu, ils n'ont pas été perdus pour tout le monde, quoi. Oui, c'est clair. Donc, je voudrais bien qu'on mette les gars qui ont piqué ces 100 milliards de dollars dans des endroits où ils arrêteront de faire du mal, quoi. Mais on revient à la même chose, si vous voulez. La vraie question qui va se poser quand ils vont avoir le contrôle du ministère de la Justice, c'est est-ce que il y a toute une série de gens dans le Parti démocrate et dans toutes ces autres administrations qui ont fait des choses complètement illégales et qui devraient les amener en prison? Parce que ça va être ça, le vrai débat. Alors, la gauche va pousser des cris en disant que c'est une revanche politique, mais la question c'est, par exemple, ont-ils couvert le fils de Biden?
Biden a-t-il reçu des dizaines de millions de dollars de l'étranger lui-même? Par exemple, Biden qui a touché 250 000 dollars par an de salaire, ce qui est bien, il a une fortune aujourd'hui d'environ 200 millions de dollars. Donc vous pouvez la poser la question, comme un gars qui a été toute sa vie a-t-il 200 millions de dollars? La même question se pose pour toute une série de hauts fonctionnaires. Donc, il me semble que on sous-estime le degré de corruption qu'avaient atteint les États-Unis, comme on le sous-estime en France d'ailleurs. Ouais, c'est clair. En cela, il y a une sorte de moment un peu jacksonien avec Trump, c'est-à-dire que Andrew Jackson, c'était un des premiers présidents, peut-être le premier président véritablement populiste de l'histoire des États-Unis, où il avait fait, d'ailleurs, il a eu un mal fou à arriver vraiment au pouvoir, parce que toute la classe politique l'en empêchait. Bien sûr. Et il a mené tout un tas d'enquêtes directement justement pour comment dire sur la corruption qu'il y avait à Washington, parce que ça date pas d'avant-hier. Et déjà il était extrêmement critiqué pour ça par toute la classe politique. On peut dire la même chose un peu de Theodore Roosevelt aussi, qui était un type intéressant, qui a cassé un peu les trusts et tous ces trucs-là, qui a commencé les premières lois. Et là aussi, si vous voulez, c'est qu'on sent bien que les médias, la classe politique, les grandes fortunes, tout ça, s'ils ont réussi à conquérir le pouvoir politique, ils aiment pas tellement qu'on les en chasse, quoi. Ouais, clairement. Et plus ça fait longtemps qu'ils l'ont conquis, plus ils se permettent de faire des choses pas forcément très très légales. Et donc ensuite, quand revient quand revient une véritable alternance, ils trouvent ça scandaleux. Voilà, ils trouvent ça vraiment. Mais ce que j'ai trouvé le plus extraordinaire, c'est qu'il y a eu un sondage fait aux États-Unis. Vous savez quand le type qui a tiré sur Trump a raté son coup parce qu'il a bougé la tête là. Ouais. Il y avait 25% des démocrates qu'on interrogeait qui disaient que c'était dommage que le gars ait raté son coup. Oui, et il y en avait une partie très conséquente aussi qui pensait que c'était un complot organisé totalement par Trump, comme quoi on dit que c'est souvent les républicains les complotistes, mais enfin, quand les événements... Non, mais c'est quand même qu'il y a 25% des gens qui disent qu'un candidat à la présidence... sur lequel il y a un attentat et que c'est dommage que c'est raté, c'est que quand même ils sont pas bien dans leur tête. Hein. Ah oui, clairement. Ils acceptent vraiment pas du tout le changement de majorité, quoi. Ah oui, non, c'est très net. Il y en a qui n'acceptent pas les résultats des élections, alors que personne ne les discute. Personne de sérieux, en tout cas, ne discute le résultat de ces élections. Il a à la surprise générale, il a gagné, et en plus, il a gagné le vote populaire. Le vote populaire, alors c'est encore mieux que tout, ça. Donc, ensuite, Secretary of Homeland Security. Là aussi, on tourne un petit peu sur tous les postes un peu similaires. Oui. Est-ce que ce poste aussi va être particulièrement important ? C'est un peu le Homeland Security, c'est nouveau, c'est arrivé, je crois, après, si je ne me trompe, c'est un poste qui a été créé après 9/11, après le 11 septembre. Tout ça, c'est des postes qui sont reliés au service secret. Donc, c'est de mettre dans tous les endroits où il y avait des scorpions, des gens qui vont s'occuper des scorpions. Donc, si vous mettez le ciel est très bien, donc Zeldin, tout ça, c'est des machins qui vont nettoyer les endroits où on sait qu'il y a des ennemis. Parce que là, il faut pas parler d'adversaires politiques, ce sont des vrais ennemis. Ouais. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, au fur et à mesure qu'on énumère les postes, je pense que la plupart d'entre vous entendent le nom de ces postes peut-être pour la première fois, et on se rend compte de à quel point l'état profond, c'est un truc vraiment profond. Parce que là, on vient de citer 5 postes relatifs à la sécurité ou la défense, et on a l'impression qu'on sait pas tellement de quoi on parle, et derrière, il y a des vraies administrations. Il y a des milliers et des milliers de gens encore. Des milliers et des milliers de gens, exactement. Alors ensuite, il y a Rubio. Alors Rubio, c'est un peu spécial. C'est un Cubain qui est arrivé. Apparemment, c'était cubain. Ils sont arrivés en barque il y a quand la lumière est apparue à Cuba. Là, il y a un petit peu de temps après. Et donc là, c'est un clin d'œil fait aux Hispaniques. Ouais. Aux Hispaniques de Floride. Et lui, il est violemment. Il est assez violemment nationaliste, en particulier contre la Chine, etc. Donc c'est pas mon préféré aux États-Unis chez les républicains, mais enfin, là, on voit bien qui Trump cherche à faire venir à bord, c'est-à-dire
c'est toute la communauté latino-américaine. qui est de façon générale extraordinairement religieuse. Et je crois que Madame Kamala Harris a perdu l'élection quand il y a un type à crier dans une de ses émissions le Christ est roi, et qu'elle a répondu vous êtes dans le mauvais meeting, ouais. Dans le mauvais meeting. Et alors, dire aux États-Unis où il y a 65% des gens qui vont à la messe tous les dimanches, que le Christ n'est pas roi, que ensuite, là, d'ailleurs, elle s'est tellement rendue compte de ça, et là, le lendemain, elle allait dans toutes les églises, etc. Mais ça, elle a dit ce qu'elle pensait. Ouais, le mal était fait, oui. Le mal était fait. Donc Rubio, c'est un bon garçon, premier de classe, qui a toujours bien travaillé et tout, mais... Et donc, oui, il est secrétaire d'État. Secrétaire d'État, c'est un peu le ministre des Affaires étrangères. C'est le ministre des Affaires étrangères. Voilà, c'est ça. Et il est présentable. Et voilà, il est assez présentable. Alors, c'est un bon gars, fils d'immigrés donc cubains qui sont arrivés en 62. Donc voilà, ils ont pas trop traîné après la Révolution. Et alors, c'est effectivement... Faudrait que je le rencontre, faudrait que je lui demande s'il a des cigares, tiens. Je pense en tout cas il doit avoir des contacts. Et alors c'est un des choix les plus critiqués au sein du camp MAGA, parce que c'est je pense le profil de tous ceux qu'on a cités qui est le plus proche des néocons. Voilà, de l'état profond. C'est pas un pur néocon de l'époque Bush, mais disons que à mon avis ils ont souvent navigué le concert. Voilà, à mon avis il doit pas être contre faire un petit changement de régime au Venezuela, quoi. Voilà, c'est le genre de truc. Donc là, c'est dans toutes les gars, c'est le plus proche. Le plus interventionniste. Le plus proche, en effet, des néocons, c'est-à-dire des néoconservateurs, c'est-à-dire les gars qui trouvaient que c'était bien de libérer les gens à coups de bombe, quoi. Voilà, exactement. Comme ils l'ont beaucoup fait en Irak, etc., avec le succès qu'on avait, quoi. Voilà. Donc après on sait pas quelle sera son influence réelle sur la politique internationale. Et puis après c'est aussi des postes ils y sont là maintenant. Faut aussi que ce soit approuvé par le Sénat, toutes ces nominations. L'approbation par le Sénat, ça va être très intéressant parce que normalement, si vous voulez, que des gens comme McConnell, etc., qui sont les vieux routiers, ils font traîner autant que possible les approbations, de façon à éviter que les réformes puissent avoir lieu tout de suite. Quoi. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que Trump a dit qu'il les ferait... tous ces gars-là seraient nommés et que les approbations se feraient en temps et en heure, mais qu'ils n'avaient pas besoin d'être nommés pour commencer à travailler. Quoi. Donc là, il y a un petit coup de force qui est en train de se passer entre le Sénat et la présidence, et ça va pas être triste de voir comment... Parce qu'il y a toute une série de sénateurs. Il faut savoir que il doit y avoir à peu près 53 républicains, 47 démocrates. Donc, il doit y avoir au moins 5 ou 6 sénateurs républicains qui sont vendus à l'état profond. Oui, qui vont donc essayer... Qui vont pas accepter tout le monde, ouais. Et donc, mais par contre, s'ils commencent à refuser, on saura qu'ils viennent de l'état profond. Et, la fois d'après, dans 2 ans, ils vont avoir quelqu'un contre eux. Voilà, c'est ça. Donc, pour eux, ça va être déchirant. Qu'est-ce que je fais? Mais en même temps, s'ils votent pour le gars, par exemple, au ministère de la Justice, qui nettoiera les écuries d'Augias, à ce moment-là, ils risquent de se retrouver en prison quand les dossiers vont sortir. Donc, vous voyez, c'est déchirant pour eux. Est-ce qu'ils doivent... est-ce que je vais en prison dans 2 ans? Est-ce que je vais en prison tout de suite? C'est clair, ils ont plutôt intérêt à accepter quand même les nominations. Après, ils peuvent peut-être négocier 1 ou 2 en secret, mais bon. Voilà. Non, mais il va y avoir un vrai problème là. C'est parce qu'on va savoir qui sont les traîtres là, très vite là. C'est clair, c'est clair. Et ensuite, ma favorite là. Ensuite, voilà, on a votre préféré, Director of National Intelligence. Donc, ça consiste à superviser et coordonner l'ensemble des 18 agences de renseignement des États-Unis. D'ailleurs, il devrait y en avoir que 2, d'ailleurs, ou une à l'intérieur et à l'extérieur. Mais tu le sais, voilà. Elle a pris le poste qu'avait autrefois John Ratcliffe. Ouais, voilà, exactement. Donc, c'est ça, il l'avait en 2020. Il l'avait en 2020. Donc, elle est au poil, c'est une ancienne démocrate, une ancienne lieutenant-colonel de l'armée, je crois qu'elle est pilote d'hélicoptère, quelque chose comme ça, hawaïenne.
Et une fille au poil, c'est elle qui avait détruit Kamala Harris lors de l'élection présidentielle, les candidats quand Biden avait été choisi. Elle avait montré que Kamala Harris avait fait des saloperies au ministère de la Justice en Californie. Elle avait donné toutes les preuves, ce qui avait complètement coulé Kamala Harris, qui avait été obligée de s'en aller tout de suite. Donc, c'est ça, j'espère de tout mon cœur que cette femme-là va avoir un rôle extraordinairement important à jouer dans les années qui viennent aux États-Unis. Ouais. Ça pourrait être une candidate qui au Parti républicain, ça peut, à mon avis, ça sera soit elle, soit le vice-président Vance, qui sera le prochain candidat. Oui, je peux me tromper, bien sûr. Oui, tout à fait. D'ailleurs, elle est au poil. À la limite, elle pourrait peut-être être la colistière de J.D. Vance. Ce serait une possibilité. Donc effectivement, oui, ancienne membre du Parti démocrate, née à Hawaï. Et au Samoa, pardon, mais elle a vécu pas mal à Hawaï. Et ouais, tout à fait, elle avait rejoint donc la garde nationale de l'armée d'Hawaï. Elle est allée en Irak, au Koweït. Elle a été élue à la Chambre des représentants des États-Unis en 2012, donc du 2e district d'Hawaï jusqu'en 2021. Et elle s'était présentée aux primaires démocrates en 2020. Et Hawaï est très à gauche. Hawaï est tout à fait est très à gauche, ouais, tout à fait. Et alors le plus rigolo. Et alors là, on Matt a Gaetz. effectivement, je pense que c'était c'est le plus surprenant celui-là. Le truc le plus inattendu, à mon avis. Alors déjà, c'est pour le poste d'Attorney General. C'est le ministère de la Justice, celui qui doit nettoyer les écuries de Josias. Voilà. C'est lui là. Et alors, quel va être son rôle à celui-là? Celui-là, il est très étonnant. D'abord, il est de Floride. Il a une formation juridique, bien sûr, et c'est le gars qui a le plus violemment au Congrès attaqué l'État profond. Et donc, dans tous les domaines. Par exemple, aussi curieux que ça paraisse, l'État profond est très favorable est très anti tout ce qui est antitrust. Ça veut dire, si vous essayez de casser les grandes sociétés, etc. Et donc, lui, il est rentré il a défendu les procédures contre Microsoft, etc., avec violence. Donc, c'est un gars qui est difficilement classable parce que, en principe, les gars qui sont pour l'antitrust, qui avait été créé d'ailleurs, je crois, par Theodore Roosevelt il y a bien longtemps, sont plutôt de gauche. Oui. Mais alors lui, donc il veut casser les grands groupes, les GAFA et tout ça, il veut les casser en morceaux et tout, ce qui serait une très bonne chose. Mais en même temps, plus de droite, tu meurs, quoi, du point de vue familial, social, sociétal, voilà, etc. Donc, il est très, très contradictoire. Mais moi, j'aime bien l'entendre parler parce que, par exemple, il a dit du mal des femmes à un moment. Il y a quelqu'un qui lui a dit, mais enfin, monsieur, vous allez faire de la peine à ces dames. Qu'est-ce que vous leur dites? Il leur a répondu qu'elles aient de la peine. Donc, oui, ça n'avait pas l'air de le toucher énormément. Oui, effectivement, c'est pas tellement attendre de ce point de vue-là. Extrêmement conservateur, je pense le plus conservateur de tout le cabinet, carrément totalement opposé à toute notion d'avortement. Tout ça, c'est ce qui fait peur à certains. Mais alors, est-ce que, par exemple, lui, il pourrait avoir un rôle sur l'avortement au niveau national? Non. Ou est-ce que vraiment ça n'a rien à voir? Ça n'a rien à voir, non, mais maintenant, pour une raison assez simple, c'est que la décision de justice qui a été rendue par la Cour suprême récemment renvoie le problème de l'avortement aux États. Donc lui, il n'a plus rien à dire, c'est fini. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, surtout ce qui est antitrust, c'est déjà en cours. Il y aura une procédure antitrust. Donc sur Apple, sur Microsoft et sur Google. Voilà. C'est pas trop tôt. Voilà, donc ils peuvent forcer, par exemple, le mettre aussi Google à vendre Chrome. Il pourrait le mettre aussi sur Zuckerberg. Ouais. Ça serait pas mal parce que le Zuckerberg, tous ces gars-là, ils ont l'État profond les a utilisés pour empêcher un certain nombre de gens de parler. En leur coupant la parole, vous savez. C'est clair. Donc là aussi, il va y avoir du nettoyage. Donc, moi, celui-là, il me fait rigoler parce que c'est celui que j'attendais pas du tout, parce qu'il est tellement en fait, on le voit. Oui, on le voit pas du tout dans un gouvernement, en quelque sorte. Il était très bien au Parlement. C'est lui qui a fait sauter deux ou trois
speakers républicains parce que c'était des speakers républicains qui venaient de Californie, où il y avait le plus d'élus, et qui arrêtaient pas de trahir. Ouais, c'était en Floride, donc ça. En Floride. Lui, il était de Floride. Donc, il a fait sauter et donc tout le monde dit, c'est pas un team player. C'est certainement pas un team player quand votre chef de team est en train de vous trahir, quoi. Alors, lui, il les a fait sauter tous les deux. Donc, à mon avis, les gens ont la trouille dessus, là. Ouais, c'est sûr. Parce que s'il faut mettre quelqu'un en tôle, il le mettra avec beaucoup de plaisir. Oui, voilà, c'est ça. À mon avis. En particulier, peut-être l'actuel ministre de la Justice, qui est un type épouvantable. À mon avis, il va peut-être avoir des explications à donner, là. Voilà, c'est-à-dire qu'autrefois, les actions de Donald Trump pouvaient être freinées par le département de la justice. Aujourd'hui, ce sera peut-être l'inverse. Mais c'est pas qu'elles étaient freinées, c'est que comme le département de la justice avait été complètement noyauté par Obama, il pouvait jamais obtenir quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on le bloquait partout. Ouais. Là, ce sera peut-être l'inverse. Là, il faudra peut-être quelqu'un pour le calmer un peu, parce que. Voilà. Mais à mon avis, avant qu'on le calme, il va falloir en virer des gars dans le département. Oui, c'est clair. Il y a du boulot. Il y a du boulot là, c'est clair. Et ensuite, Secretary of HHS, donc c'est Health and Human Services. Et donc là, on a le fameux Robert Kennedy Jr. Qui va s'attaquer à tout ce qui est dans le fond bouffe et santé. C'est notamment le volet alimentation, c'est ce dont alimentation et santé, etc. Santé, donc pharmaceutique. Voilà. Il faut savoir que les États-Unis sont le seul pays au monde, je crois que la Nouvelle-Zélande, il y en a un deuxième, enfin c'est pas très gros la Nouvelle-Zélande, où les pharmaceutiques ont le droit de faire de la publicité sur les chaînes de télévision. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les chaînes de télévision aux États-Unis, les CNN, etc., ne vivent que grâce à la publicité pharmaceutique. Oui. Donc, c'est pour ça qu'elles étaient violemment pro-démocrates, c'est qu'elles savaient bien que... Donc, s'il fait sauter la publicité, ça risque d'être la première décision qu'il prendra, ça va faire sauter les CNN, les CNBC, les CBS et tout ça, ça va sauter. Qui ont déjà des gros problèmes d'audience, qui sont déjà en train de évidemment, parce qu'ils racontent que des conneries qui sont payées par l'État profond, donc au bout d'un certain temps, les gens s'en rendent compte. Donc là, il va y avoir des nettoyages d'abord, parce que les Américains sont réellement empoisonnés par ce que font ces salopards. Là. Par exemple, il y a toute une série de bouffes qui sont données aux Américains et qui ne sont absolument pas acceptées en Europe. Ouais, tout à fait. Parce qu'ils mettent tellement de produits, d'additifs, etc. C'est absolument pas accepté. Ouais. Donc là, il y a un problème. Et deuxièmement, s'il fait sauter tout l'appareil médiatique qui tient le Parti démocrate, en enlevant la publicité, là aussi, ça va permettre une discussion un peu plus... un peu plus sincère, mettons. Ouais. Donc ça, c'est très bien. Ça, c'est très drôle. Il y a un article je crois que c'est du New York Times, qui voulait débunker quelque chose que Robert Kennedy Jr. disait, notamment sur les céréales, les Fruit Loops, que nous, on n'a pas beaucoup en France, mais les Américains sont en rafole de ces trucs-là. Et donc les Fruit Loops, il y en a une version qui est au Canada, il y en a une version qui est aux États-Unis. Et ce que Robert Kennedy Jr. dit, c'est que c'est pas normal. Au Canada, ils ont pas tous les additifs, tous les machins. Et beaucoup moins de sucre. Ils ont beaucoup moins de sucre. C'est des céréales normales qu'on peut donner aux enfants. Aux États-Unis, c'est n'importe quoi. Ça va nous faire des enfants obèses. Enfin, c'est déjà largement le cas. Mais vous prenez un truc, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que dans les années 50, il y avait 3% d'obèses aux États-Unis, ce qui était comme la norme, ce qui est au Japon aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez 50% de la population qui est obèse. Donc, vous pouvez pas vous empêcher de penser qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le domaine des médicaments et dans le domaine de la bouffe, qui devrait... en fait, ce qui s'est passé aux États-Unis sur la bouffe, c'est beaucoup plus grave que le tabac, quoi. C'est-à-dire que on a empoisonné les Américains pour des raisons de profit, quoi. C'est vraiment. La grande différence, c'est que au moins maintenant on reconnaît, ça n'a pas toujours été le cas, mais on reconnaît aujourd'hui que le tabac c'est pas tellement recommandé, alors que la bouffe, effectivement, on en parle beaucoup moins. Et parce qu'ils payent suffisamment pour qu'on n'en parle pas. Mais justement, avec RFK, ça risque de changer. Donc moi, ce qu'il y a d'amusant, c'est aussi bien Tulsi que RFK sont d'anciens démocrates. Et le troisième que vous avez peut-être ici. D'ailleurs, même RFK Jr. Oui, alors on va parler de Musk, tout à fait. Et RFK Jr. Dans les premiers plans de l'administration Obama en 2008, certains disaient que il allait être nommé à ce poste-là. Oui. Mais parce qu'il a... Alors, c'est un avocat de formation, mais ça fait 40 ans qu'il fait des procès, etc. Il en a gagné un paquet, d'ailleurs, contre cette administration. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est de voir, vous prenez le Monde, etc. On dit, monsieur RFK, qui est un anti-vaccin notoire, il est pas du tout contre les vaccins. Et c'est chaque fois qu'il parle, il le dit, je suis pas contre les vaccins, mais je veux avoir les résultats une fois qu'on a vacciné les gens,
quels ont été les effets. Ouais. Il dit, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on vaccine et que personne ne va étudier après si ça marchait ou ça n'a pas marché. On en a eu un exemple parfait avec le Covid, quoi. Donc, il dit, moi, je veux bien qu'on vaccine, mais je veux qu'on vaccine une fois que je suis absolument certain qu'à tout le moins, ça ne fera pas de mal. Oui, c'est-à-dire que, en fait, moi, j'ai été très perturbé par certaines opinions que RFK pouvait avoir sur les vaccins, sur la médecine. Il avait dit un truc très bizarre sur le Covid. Il avait dit que ça avait été conçu en laboratoire pour ne pas contaminer les Juifs et les Chinois. Bon, voilà, c'est des trucs comme ça. Mais en fait, derrière, lorsqu'il formule des propositions, je trouve que ces propositions sont très sensées. C'est-à-dire qu'effectivement, il part du postulat que il y a des vaccins qui sont parfois rendus obligatoires très rapidement sans forcément avoir beaucoup de recul dessus. Et ça veut dire c'est aussi, pas forcément nécessaire. Non, c'est pas nécessaire. Et il dit par exemple, quand il était jeune, il y avait pour ainsi dire aucun enfant qui était asthmatique et il y avait aucun enfant qui était autiste. Ça n'existait pas. Et aujourd'hui, vous avez des tripotés d'enfants autistes et des tripotés d'enfants asthmatiques. Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce qu'on leur a filé dans le corps pour faire ça? Donc, c'est une bonne question. Mais ce qui m'intéresse avec RFK, c'est que là aussi, on va peut-être se trouver avec toute une série de gens qui vont se retrouver devant des tribunaux. Parce qu'on va pouvoir prouver qu'ils ont organisé des ventes de produits dont ils savaient qu'ils étaient nocifs. Ça va être... C'est pour ça que ça m'amuse quelque part, parce que ces gens qui sont là, il n'y en a pour aussi dire aucun qui soit, sauf peut-être Rubio, un tienne. Vous savez, un type qui dit « oui, il faut écouter l'autre côté ». Ceux-là, ils sont tous pour le Karcher. C'est clair. C'est clair. Et ça, c'est la grande représentation du Karcher, ça va être le Doge. Musk. Department of Government Efficiency. Donc dessus on a Elon Musk et Vivek, donc qui était aussi un autre candidat à la primaire républicaine avant l'officialisation de la campagne de Trump. Et donc là aussi on est sur du divertissement pur. Là là on va vraiment se marrer. Donc là c'est vraiment on va virer des milliers et des milliers de fonctionnaires qui ne servent à rien pour. Ça c'est dans le meilleur des cas. S'ils servaient à rien, mais en fait ils pondent des réglementations et ils vous empêchent tout le monde de bouger. Ouais. Donc en fait, s'ils étaient servis à rien, on pourrait dire bon, mais c'est une forme d'emploi qui est pas méchante. Mais là, ils pondent des trucs et ils vous empêchent de bouger. Donc si Trump réussit à faire un peu la moitié de ce qu'il dit, vous allez avoir une libération du potentiel productif des États-Unis qui est considérable. Ouais. Et mais à ce moment-là, je vous pose une question. À partir du moment où ça se passe, et que nous, on fait exactement le contraire en Europe avec Mme von der Leyen et tous ces crétins, eh bien, ça veut dire que l'euro va s'effondrer contre le dollar. Ouais, là, on n'est pas en train de s'effondrer, mais il y a déjà un changement. Il y a déjà un changement. D'abord, on est à 1,06, 1,05, on se rapproche des plus bas. Donc, vous pouvez pas avoir un monstre comme les États-Unis qui décide de nettoyer toute cette espèce d'appareil qui empêche les gens de bosser, que on appelait, vous savez, dans notre jargon, les ouins du Seigneur, c'est-à-dire qu'ils savaient mieux que vous ce qui était bon pour les autres. Bon, si on les liquide, et si les États-Unis redeviennent vaguement un peu efficaces comme ils étaient il y a 40 ans, mais nous, on a tellement décliné dans le côté de l'efficacité, on est tellement idiots avec l'énergie, etc., qu'il n'y a plus personne qui voudra investir en Europe. Ouais. Donc on va avoir... Ce cabinet entraîne automatiquement une crise d'échange sur l'euro. Ouais. C'est la première des conséquences. Oui, effectivement. Et donc Musk, il va être rigolo. Et d'ailleurs, ce qui m'a frappé, c'est la mise en place du Department of Government Efficiency, parce que en gros, il y a eu donc la création d'un compte Twitter qui faisait pas du tout agence gouvernementale, ça faisait vraiment un truc. Bon là, on a fait ça de notre côté avec des petits geeks, et ils ont fait une annonce de recrutement où ils disaient si vous avez un très haut QI, que vous êtes capable de bosser 80 heures par semaine et que vous demandez pas trop d'argent, envoyez-nous notre candidature et on retiendra le 1% des meilleurs candidats, quoi. Et voilà, c'est juste ça. Et donc on va avoir tout un tas de geeks qui sortent des meilleures écoles, qui vont regarder un petit peu comment le gouvernement dépense son argent, et qui vont ça va être intéressant parce qu'il faut pas oublier que quand Trump a pris le contrôle
contrôle de Twitter. Quand Musk a pris le contrôle de Twitter, là, quand il l'a racheté pour 47 milliards de dollars, je sais pas quoi. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a viré 80% des gens et personne s'en est rendu compte, quoi. Oui, absolument. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que les gens le savent pas, mais Musk va introduire en bourse très prochainement ces lanceurs de satellites, là. Ah oui. Donc ça va lui faire encore 60 ou 70 milliards de dollars de capitalisation boursière qui vont le... Et puis il en a une troisième qui veut lancer sur l'intelligence artificielle aussi, il va l'introduire aussi. XAI. Donc grosso modo, cet homme, étant qui a révolutionné les bagnoles pour commencer, puis ensuite les lancements de fusées, puis les satellites, il est en train de sortir son téléphone qui va foutre en l'air tous les autres. Donc c'est une présence extraordinairement révolutionnaire. Ouais. Ce que j'ai toujours dit, les grands révolutionnaires dans notre époque, c'est les hommes d'affaires. C'est pas les socialistes comme M. Mélenchon. Ouais. Eux, c'est des vieux conservateurs qui comprennent rien. Ouais, tout à fait. Donc là, vous avez un vrai révolutionnaire qui arrive dans un gouvernement qui a une vocation à révolutionner la façon dont les États-Unis sont gouvernés. Donc, ça va être amusant. Oui, c'est sûr, c'est amusant. Plus le temps passe et plus je me dis, heureusement que c'est pas Kamala qui a été élu, parce que franchement, on n'aurait pas beaucoup rigolé, quoi, par rapport à il y aurait eu... Alors, il y a aussi autre chose qu'il faut dire sur ce gouvernement, etc., c'est qu'il n'y a pas un représentant des lobbies. Oui. Il n'y a pas, dans tous les gouvernements d'habitude, vous avez le type qui représente en douce l'industrie pharmaceutique, l'industrie Lockheed ou Boeing. Là, il n'y a que des gars qui ne sont attachés à rien ni à personne. Ouais, c'est très fréquent, effectivement. Ça a été le cas pendant toute l'administration Biden et un peu pendant la première de Trump aussi. Il y avait des anciens gars donc qui étaient au conseil d'administration de Lockheed Martin, qui étaient donc derrière, qui étaient conseillers à la défense, quoi. On va dire là, il y a quand même un conflit d'intérêts qui est absolument évident. Je veux dire, Musk, lui, il n'y a pas vraiment de conflit d'intérêts par rapport à son truc. Il est pas en train de révolutionner, de faire des contrats avec l'État pour Tesla ou j'en sais rien, quoi. Il va faire sauter tout ça. Donc, on a un président. Ils ont fait une erreur gigantesque. Ils auraient beaucoup mieux fait de le laisser gagner la deuxième fois plutôt que de faire ça. Et comme ça, ils auraient pu l'emmerder, et puis il aurait échoué, et puis de la deuxième fois, il serait sorti du jeu, on l'aurait plus jamais vu. Tandis que là, ils en ont fait un martyr, et il revient avec un programme très très précis qui est de nettoyer les écuries d'Augias. Un programme très précis, une légitimité et des personnalités incroyables pour l'aider, quoi. Ça, c'est un gouvernement, si vous voulez. Quand on regarde ça, on se dit, ça ressemble à quelque chose, quoi. C'est pas des vieux routiers de toutes les. Et donc, ça va pas être beau à voir, mais ça va permettre. C'est-à-dire, c'est comme Milley. Ouais. Ouais, tout à fait. C'est Milley puissance 10. Tout à fait. Et sur la première puissance mondiale. Donc c'est pour ça que je vous dis que si vous avez quelques euros en trop, faut peut-être pas les laisser faut peut-être passer en dollars, quoi, ou en monnaie chinoise. Mais moi, compte tenu vous mettez les mêmes gens, pour ces postes-là, vous mettez les Européens et vous commencez à sangloter en vous disant mais quelle bande de brêles, quoi. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, on les connaît pas, hein, les Européens, ceux de la Commission européenne. Même d'ailleurs, le gouvernement français, je serais incapable de vous citer plus de 5 personnes, je pense. Hein, donc, moi, récemment, j'étais incapable de citer qui était le ministre des Affaires étrangères. Alors, en France, c'est la première fois de ma vie où je savais pas qui était le ministre des Affaires étrangères français. Et là, je serais incapable de vous dire qui c'est. Vous vous rendez compte ? Je serais incapable de vous dire qui c'est, là. C'est la première fois que... Je sais pas qui est le ministre de la Défense, je sais pas trop, c'est un gars qui est là depuis très longtemps. La Défense, c'est le Cornu, je crois, il me semble. Il est là depuis toujours, mais enfin, je crois. On n'en entend pas parler, quoi. C'est pas. Enfin, c'est pas une Tulsi Gabbard, ou c'est pas. Donc, c'est intéressant parce que c'est un vrai gouvernement de révolution. Ouais, tout à fait. Donc voilà, je pense que c'était nécessaire de vous informer là-dessus parce que c'est quand même assez intéressant de voir un petit peu quelle est la substance avant même que Trump encore arrive. Il en manque plein. Alors qui manque, c'est le ministre des Affaires étrangères, c'est le secrétariat de la Trésorerie. Ouais. C'est-à-dire qu'il sera le ministre des Finances. Ouais. Et puis va y avoir la direction du FBI aussi. Oui, la direction du FBI, ça va y aller là. Ça va y aller aussi. Parce que celui-là, il va falloir. Mais en principe, la direction du FBI. Le FBI dépend du ministère de la Justice. Ouais. Donc ça va se faire en liaison avec lui, là.
Très bien. Bon, a priori, ça devrait filer droit. Enfin voilà, donc pour cette présentation en quelque sorte du gouvernement américain, je vous remercie bien sûr pour votre attention, pour votre fidélité, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sur l'Institut Et des n'oubliez libertés. pas que vous allez lire dans la presse que tout ça sont d'énormes fascistes nazis, Oui, c'est clair. on va vers les heures les plus sombres de notre histoire, en réalité, ils sont juste en train d'essayer d'établir les conditions pour qu'une démocratie fonctionne, et c'est ça que la gauche appelle être des fascistes. Voilà, tout à fait.